Et si John Jones contre Alex Pereira voyait le jour? Bah, c'est bien, parce qu'alors notre pré-analyse, elle est déjà présente. On va être transparent, c'est une semaine très très creuse. Pas d'UFC le week-end passé. Celui qui arrive, c'est un main event entre deux flyweights qui sont sur 1 ou 3 défaites, qui sont tous les deux en dehors du top 4. On en a fait l'analyse, mais elle est réservée aux membres de la chaîne. Donc pour y avoir accès, il suffit de soutenir notre projet. Bref, du coup, on s'est posé la question de comment faire un épisode un peu fun pendant cette période creuse. Et on se lance dedans après notre nouvelle intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Elle est chouette, hein, la nouvelle intro, Brian? Je la découvrirai. C'est ça, tu vas la découvrir en même temps que tout le monde. Donc, pour mettre un peu de contexte, hein, comme pour Topuria contre Loé, on sait que le combat n'est pas prévu, mais après notre analyse à très froid de l'UFC 300, on s'était vraiment chauffé pour cet éventuel combat entre Jones et Pereira, et on pense qu'il y a un côté plausible à ce qu'il arrive. Donc, à l'image de Topuria contre Loé, je vais te lancer sur la même question. Unibet te téléphone et te demande d'établir les cotes. Que mets-tu? Moi, je vais établir des cotes, mais je parierai sur l'autre, tu vois. Ah, t'es comme ça, toi. Tu dis à Unibet, faites ces cotes-là, et moi, je mets sur l'autre, comme ça, je me fais un max d'unité. C'est rude, hein. C'est un exercice très rude. Alors, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Avant, s'il m'avait appelé genre hier soir, avant de regarder les combats, j'aurais vu Jones très large favori. Mhm. Mais en regardant ces derniers combats, je me dis, il y a peut-être un monde, tu vois, il y a peut-être un univers où c'est pas si Écarté que ça. Écarté que ça, tu vois. T'étais parti sur quoi de base? Donc de base, avant de faire des analyses, avant de trouver des chemins vers la victoire pour Alex Pereira, t'étais quoi sur un... Je voyais un bon 80-20 John Jones. Ok. Je le voyais très très favori. Ouais. Là, je t'avoue qu'en regardant... Alors, le problème de Jones, c'est qu'il n'y a pas réellement de matière, tu vois, en poids lourd. C'est vrai. On a eu sa seule sortie contre Cyril Gane. Je me suis regardé le combat. Et au final, ça m'a fait du bien de regarder à nouveau le combat, parce qu'on a l'impression que le combat, il a duré 10 secondes, quoi, tu vois. Genre, c'est fou, tout le monde. regarde... Les gens, quand je leur dis que ça a dépassé les 2 minutes, ils sont là, mais non, mais mec, c'était en 30 secondes, ça s'est terminé et tout. Non, les gens ont oublié. Genre, il y a eu un bras arrière, Ouais, c'est ça, quoi. il a glissé, il a pris le dos rapidement, il l'a étranglé, Et en fait, non, il y a plus de matière qu'on ne le pense. Et il y a des éléments dont on va parler qui me font me dire que malgré la différence de poids, il pourrait y avoir des chemins de victoire pour notre ami Poatan. Il a combattu à combien de kilos John Jones contre Gane? Il a été pesé à combien? Il était à la limite ou... Attends, j'ai regardé ça. 112. 112.5. Bah donc, c'est pas la différence de poids, elle sera pas énormissime. Hein, parce que t'as un Alex Pereira qui combat en light heavyweight le soir du combat à 105. Donc, en dehors, il doit facilement être à 108, 109, peut-être même déjà 110. Hein. Donc, la différence de poids, je sais même pas si elle est existante. Avec un Pereira qui prévoit... Si, je pense qu'il y a quand même... il y aura... Tu vois, tu peux être en dehors du combat à... Ah, ouais. Bah, tu vois, si le combat est prévu longtemps à l'avance, Pereira, il va aussi se dire, ok, bah, je construis mon corps pour être un peu plus heavyweight, tu vois. Et je crois pas, en tout cas, je pense pas qu'il y aura une différence notable, tu vois. Tu auras peut-être 114 du côté de John Jones qui va continuer à prendre un peu, surtout en revenant de blessure, il aura probablement pris du poids qui va pas totalement reperdre. Et du côté de Pereira, il sera peut-être justement à 112. Donc, 114 contre 112 chez les poids lourds, je pense pas qu'il y ait je pense pas que ça fasse une énorme différence.
Donc justement, ça va dans ton argument de le 80-20 serait Ouais, trop ouais. sévère. Mais quand bien même il serait à 107, tu vois, ou 105 le soir du combat, ça bougerait pas trop non plus les cotes, tu Non, vois. parce que les chemins vers la victoire sont assez clairs d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et donc au final, tu te positionnerais sur quoi? 70-30? Ouais, je verrais même un... 65-35? Je pourrais voir un 65-35. Ok. Ouais. Je vais expliquer et... Ouais, Ouais, bon, on expliquera ça à mon avis plus en détail dans la phase game plan. Là, on va d'abord décrire les deux Exactement. profils. Ouais. Alors moi, j'avais noté plutôt 70-30 avec un penchant 75-25 tout de même pour John Jones. Mais c'est vrai que comme on vient de faire dans notre analyse qu'on vient d'enregistrer juste pour les membres, les facteurs X me donnent envie d'arrondir vers Alex Pereira. Donc c'est vraiment, j'ai plutôt me solidifier sur le 70-30. Donc pour définir John Jones, j'ai envie de te citer quelques points, sans pour autant te parler de ses compétences. Tu me dis ce que tu en penses et puis on parle aussi des compétences. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est intelligent et expérimenté à très haut niveau, ce qui lui permet de faire les bons choix dans la cage. Très complet, ce qui lui permet de choisir ce qu'il veut et diriger le combat là où il faut pour aller chercher la victoire. Il a une morphologie très adaptée au sport qu'il est capable d'utiliser à son avantage. Il a un ego surdimensionné, ce qui lui permet de se donner les moyens d'avoir ce qu'il veut au moment où il le veut. Il y a une grosse différence entre John Jones qui a faim et John Jones, champion depuis longtemps, qui ne considère pas que son prochain adversaire est un challenge. Il est prêt à tout, même à jouer avec les règles pour aller chercher les victoires. Et il a vraiment ce côté vicieux, l'envie de faire mal est innée chez lui. Donc là, j'ai pas parlé des compétences, mais je pense que ce sont des éléments qui le décrivent très bien. C'est très bien décrit. Hein. Moi, j'ai écrit en premier pour le définir que c'est un lutteur. Ouais. Lutteur de formation folk style, mais qui a performé après surtout en Greco. Ouais. C'est pas un excellent lutteur de folk style. Souvent, les moins bons lutteurs de folk style se dirigent vers la Greco, tu vois, parce qu'il y a moins de concurrence. Mais par contre, oui, il a fait une incroyable transition en MMA et il a été capable d'utiliser son bagage de lutte pour pouvoir devenir champion et la légende qu'il est, tu vois. Et j'ai rajouté effectivement Vicious Striker, donc un striker vicieux. Ouais. Et je pense que ça le définit très bien. Il est loin d'être un striker d'élite, clairement. Pour moi, il n'a pas non plus... Mais par contre, il est vraiment vicieux, quoi. Et au final, quand tu regardes ses combats, moi, c'est vraiment un combattant que j'ai beaucoup apprécié sur l'aspect technique. Mais j'ai vraiment, vraiment, quand même, quand tu regardes à nouveau ses combats, du mal avec ça, quoi, tu vois, avec ce côté... à être tout le temps à la limite sur les règles, avec les doigts dans les yeux, avec... les oblique kicks aux genoux qui sont... Les oblique kicks, les coups secs dans les épaules pour blesser, tu vois, ou dans les coudes. Contre Texera, là, le truc au clinch, où il fait faire une Americana à partir du clinch, en mode sec et... Mais c'est même plus de l'Americana, parce que tu vois, normalement, quand tu fais une soumission, elle doit être contrôlée. Oui, mais c'est ça. De taper, là, c'est vraiment un coup sec. C'est la pression de l'Americana. C'est la pression de l'Americana, mais version sèche et rapide, quoi. Ouais. C'est des trucs, mais ouais, un peu sans, tu vois, quand t'aimes bien les arts martiaux, tu trouves qu'il y a pas d'honneur à faire ça, tu vois. Il y a au niveau des règles, tu vois, il faut quand même des règles de combat. Après, voilà, c'est ce qui lui a permis aussi d'arriver à ce niveau-là. Donc, moi, je t'avoue que c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais il faut l'avouer que voilà, hein, mais ça montre ce côté prêt à tout pour gagner, prêt à tout et à n'importe quoi pour gagner. Ouais. Et c'est vrai que les champions, comme tu l'as dit, ont souvent un très très gros ego. Ils sont souvent à la limite avec ce qui est autorisé à faire, tu vois. Et puis on le voit aussi, hein, notamment sur ces histoires de dopage. Hein, donc c'est-à-dire que devant les caméras, devant des millions de personnes, il va être très très proche de ce qui est interdit. En dehors, il va dépasser les limites, tu vois, pour devenir champion, pour rester champion. Mais c'est Jack Slack qui avait déjà noté plein d'exemples que ça de champions qui ont ce côté prêt à tout pour gagner, quitte à tu vois, José Aldo qui agrippe la cage quand on le lutte, Conor McGregor qui tire le short quand on est en grappling contre lui. T'as plein de mecs qui ont été champions et qui ont un peu ce côté
bah, voilà, je suis à la limite des règles, voire Ah oui, je les dépasse, bien mais je prends sûr. pas mon point de pénalité. Donc ça montre aussi un mindset C'est de champion. Ça fait partie du mm. mindset de champion presque. C'est pas beau à dire, mais Ouais, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de champions, c'est des crapules, quoi. ouais, ouais. C'est très égoïste. Ouais, c'est une réalité. Donc c'est vrai on a plutôt tendance à apprécier les Même champions Cyril Gann, le bon gamin qui avec. est prêt à mettre quelques petits coups à l'arrière de la tête dans le feu de l'action, hein. Ça lui a été reproché par Junior Dos Santos là. Euh, mais c'est vrai que tu Ouais, regardes après ses combats voilà, au bon. ralenti, c'est finish et tout. De temps en temps, t'as une petite frappe qui vient à l'arrière de la tête et t'es pas en train de te demander, tu l'as pas Mais visé là? il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Encore ce week-end, Ryan Garcia qui frappe après la Ouais, séparation, qui s'est pris un point ouais, d'avertissement. ouais. Et normalement, sur les règles, tu te prends un avertissement avant de te prendre un point Ah d'avertissement, bah c'est tu vois. aussi José Aldo contre Chad Mendes dans la revanche à la fin du premier Et round. donc, Ouais, ouais, ouais. t'imagines, c'est-à-dire qu'il fait un truc qui est interdit parce que dans les règles ou entre guillemets ce qui se fait habituellement, d'abord tu te prends un avertissement avant de te prendre un Mhm. point, tu vois. Ça veut dire que si il savait qu'il n'y a pas de discussion possible, tu prends ton point d'avertissement, il l'aurait pas fait, tu vois. Putain, c'est dingue, hein. Ouais. Et donc il fait un truc de merde, tu vois. Et il va râler après en disant ouais, c'est quoi cette histoire, je me prends un point d'avertissement alors que j'ai même pas eu d'avertissement avant, tu vois. C'est énorme. T'es là, tu fais, ouah, les gars Ils sont loin. mais voilà, donc il faut bien connaître ses règles. Mhm. Et souvent, oui, effectivement, les champions, c'est quelque chose, Mhm. quoi. C'est quelque chose. Donc ouais, je pense que sur le côté de John Jones, on va pas non plus trop rentrer dans le détail technique. Il sera plus intéressant au moment où on parlera de Ouais, game sur plan. le game plan. Bon, on a vu récemment Pereira, donc on a fait une analyse avant son combat contre Hill. Mhm. Tu as fait surtout une super belle analyse détaillée de sa prestation contre Hill. Résume-nous tout ça, comme ça on remet tout le monde dans le contexte avant de partir sur les game plans de part et d'autre. Alex Pereira, donc pour résumer, striker d'élite, hein, ancien champion du Glory sur plusieurs KT, Ouais, je crois. Il est arrivé à l'UFC, il semblerait très peu de sol, très peu de lutte, mais il est passé à travers tout le monde. Il est devenu double champion et c'est un striker d'élite. Alors moi, ce que j'aime vraiment bien chez lui, c'est qu'il est patient et qu'il est capable de construire son KO, de, de, de vraiment... j'aime beaucoup la manière dont il va un peu endormir le jeu pour utiliser son gros atout qui est son crochet gauche. Euh, Ouais, voilà. Voilà, je pense que c'est pour le définir le mieux. Alors, comme tu l'as dit, on va pas faire un gros truc, mais voilà, striker d'élite, patient, construit son KO, son KO. ouais, tout Mm. simplement. Et il a évidemment le KO power, ça c'est Ouais, largement. une gauche phénoménale. Et puis, striker d'élite, mais attention, un striking pas très conventionnel. Donc, Mm. on s'en amuse hein, quand il fait des shadows. T'es là, tu dis, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment très très bizarre, mais ça rajoute, entre guillemets, à Ouais. l'incertitude des directions de frappe, du rythme et tout, et de la distance. Enfin, Comment te préparer? voilà, Tu ce vois, qui en fait. qui est-ce que tu prends dans ton camp pour te préparer à ce genre de striking qui est, comme tu dis, peu orthodoxe et quali au possible, ultra efficace? C'est difficile, hein? Alors, on en a parlé hein, pour ceux qui écoutent nos podcasts depuis quelques temps. Moi, je l'avais dit. Donc, pour te préparer avec quelqu'un, tu vas prendre quelqu'un qui va être capable de mimiquer ton adversaire, donc qui va reproduire à peu près ses techniques, ses déplacements. Et ça a été, entre guillemets, un reproché à Baki d'avoir pris un combattant du Glory pour faire un sparring, tu vois, Mm. qui n'avait pas du tout le même style. Moi, je pense que c'est très bien de prendre un sparring qui a un niveau Ouais. d'élite comme ton adversaire. Même s'il n'a pas son même style. Pour, Ouais. même si, voilà, pour te rappeler, pour comment dire ça, Mettre en lumière que. Ouais. te faire redescendre, Ouais. tu vois, d'avoir de l'humilité, il y a des niveaux, tu Mhm. vois. Donc effectivement, Jones, je pense qu'il n'a pas d'intérêt à trouver quelqu'un qui pourrait imiter Alex Pereira, ça va être extrêmement compliqué. Par contre, il aura un intérêt à faire des rounds avec un striker Un d'élite Rico Verhoeven. pour se Ouais. rappeler, voilà, pour se rappeler que bah, c'est peut-être pas le chemin de la victoire de vouloir striker avec lui, Ah tu vois. bah, très belle transition vers les game plans du coup. Bah, on va commencer par même si on le donne favori, il y a un tellement gros risque à rester debout contre Pereira que quels sont
quel est le chemin de la victoire pour John Jones et comment peut-il s'en assurer sans prendre trop de risques? Mhm. Je pense que le game plan, ça va être... alors pour moi, ça va être la lutte et le grappling. Je pense qu'il y a un vrai boulevard pour Jones. Et c'est pour ça que beaucoup, sûrement dans les commentaires, nous diront qu'ils voient un 90. ultra favori, 90, que ce combat n'a pas trop d'intérêt parce qu'il va lui rouler dessus. Effectivement, il est extrêmement bon en lutte, en grappling. Il a soumis de vrais champions sur des ceintures et obtenir des soumissions à ce niveau-là, faut y aller quand même, tu vois. Je pense que son game plan devrait être autour de ça et autour pas mal aussi des stop kicks. Merci, c'est le premier truc que j'avais noté. Je pense qu'il a un gros intérêt à chercher les kicks dans les genoux et pas forcément stop dans le sens bien en face, d'aller un petit peu sur les côtés, tu vois. Quitte à changer de garde, mettre sa main devant et aller frapper à l'intérieur pour inquiéter le surengagement de Pereira. Ouais. Tu vois. Ouais, et du coup, sur la distance, moi j'avais aussi noté all the way out ou all the way in. Tu vois, tu peux pas traîner au kicking, même au kicking range, il faut pas trop traîner avec Pereira qui est capable d'accélérer pour rentrer son crochet. Tu dois vraiment être très loin de lui en mode karaté range et alors être capable de très rapidement, sans te faire connecter, rentrer au clinch. Tu peux pas traîner dans une distance où il peut te toucher avec ses kicks ou avec ses poings. Ça c'est le début de la fin si tu le laisses à cette distance-là, comme on en avait parlé, Sean Strickland qui avait dit pendant le combat, quand il me touchait au début, je me dis ça va, je peux encaisser ses frappes, je suis tranquille, je vais rester au boxing range, je vais imposer mon style comme d'habitude. Et puis il s'est fait surprendre par une frappe qui a accéléré. Et c'est ça que tu disais, c'est Pereira est capable de t'endormir, de te faire croire que ça va aller, et puis quand il accélère, en fait, tu te rends compte qu'il t'a donné un faux aperçu. Et c'est très intelligent de la part de Pereira. Au sol, on en a parlé, c'est plus difficile de travailler face à quelqu'un qui veut juste survivre. Pereira, s'il se retrouve au sol contre John Jones, il va pas chercher à sweep, il va pas chercher à se relever, il va pas chercher à recomposer, à soumettre, il va chercher juste à conserver. John Jones, il fait quand même partie des gars qui est très très fort pour trouver ses ouvertures, même face à quelqu'un qui est juste en mode tu feras rien, tu me soumettras pas, tu vas pas créer ta posture. Je trouve qu'il a des chouettes systèmes par rapport à ça. Tu lui tiens le poignet, il va tirer son poignet, il va t'envoyer un coup de derrière. Donc c'est compliqué. Si ça va au sol, c'est très compliqué pour Pereira. On est d'accord là-dessus. Oui et non, comme tu dis, ça va vraiment dépendre de sa stratégie. Je pense que ça sera très très compliqué si Jones vient pour le couper à coups de coude. Ouais, c'est ça. Tu vois. Je pense que s'il fait ce qu'il a voulu faire avec Cyril, de vouloir chercher la soumission, ça sera pas aussi facile. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il doit d'abord mettre au sol, les épaules au sol. On le sait, enfin on le sait, peut-être pas tout le monde le sait, mais l'étape la plus... Comment dire ça? Non, peut-être pas tout le monde le sait en fait. En gros, au sol, quand vous mettez quelqu'un au sol, quand vous êtes un grappleur, vous voulez la meilleure position, ça va être de prendre le dos. Le dos, c'est pour moi, je pense, il y a aucune possibilité de se faire soumettre, entre guillemets, tu vois. Il n'y a pas de défense, la gorge est accessible. Alors, si vous êtes en kimono, c'est encore plus simple parce qu'il y a le kimono. La montre paraît intéressante, mais il est plus facile de se faire renverser. On l'a encore vu avec Oliveira, tu vois. Le dos, c'est vraiment le summum. Type grappling pour les soumissions. Par contre, quand on veut chercher à ouvrir, etc., pour moi, la meilleure position, c'est d'avoir l'adversaire, les deux épaules au sol. Que ce soit en demi-garde ou en side ou en monte, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est la position la plus à plat, et c'est pour ça qu'elle est privilégiée en lutte. Tu vois. En lutte, folk style, quand tu mets les deux épaules au sol, c'est la position la plus basse que tu peux obtenir sur ton adversaire. Où tu vas le soumettre, entre guillemets, à ta volonté, c'est quand ces deux épaules sont complètement à plat et qu'ils relâchent parce que c'est terminé. Tu vois. Et donc, pour moi, je pense que Jones, sur ce combat-là, doit aller chercher à mettre ses deux épaules au sol, les deux épaules de Alex Pereira, et quelqu'un qui n'est pas très très bon en grappling ou en lutte, il va pas avoir la capacité à tourner ses hanches, à sortir facilement, à se relever, tu vois. Il va pas avoir tous ces détails-là.
et ça va devenir une sorte de tortue à l'envers, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ouais, Et donc pour moi, ça serait plutôt ouais. ça. C'est voilà, il faut imaginer la tortue. S'il le laisse, s'il prend son dos, eh bien ça va être un petit peu compliqué de pouvoir soumettre, frapper, obtenir le finish, tu vois. Par contre, s'il met cette tortue à l'envers, là il va pouvoir ouvrir et Ouais, moi, je pense que c'est plus facile pour John Jones de le finaliser à partir d'une demi ou du crucifix comme il Hmm. avait fait contre Matyushenko il Ou y a dans très la longtemps, ou dans la garde. Ouais. dans la garde, Mhm. hein. Dans la garde, il est bon, Ouais. hein. Mais c'est ça, moi c'est ça que j'avais noté, c'est vraiment les positions de rétention qui sont les plus intéressantes. Maintenant, s'il veut évoluer de la garde vers la demi pour être en, je crois que la revanche contre Gustafsson, il finit en demi, hein. Bon, en tout cas, il fait beaucoup de dégâts à partir de la demi. Et Je me demande si Gustafsson donne pas un moment son dos et il continue à faire du leg ride ou des ah trucs ouais, comme ça, tu ouais, vois. j'ai pas revu pour Mais celui-ci. Gustafsson a un meilleur niveau, Bien tu vois. sûr, bien sûr. Donc je pense pas qu'il y aura de moments de prise de risque de la part de Pereira s'il se retrouve dos au sol à donner son Ouais, dos, ouais, tu c'est vois. ça. Il se dira, bah, je perds le round et puis on recommence le Voilà. prochain debout. Je pense que ce sera ça sa Mm, stratégie. mm, mm, Peut-être avec le petit espoir de, je suis tellement en train de le conserver que l'arbitre va relever et qu'on recommencera debout plus tôt. Je pense que ce sera ça mm. Ouais, son ouais, ouais. approche. Du côté Mm. de Pereira, quel serait le game plan? Alors, on en a parlé, hein, d'être patient. Donc, moi, ce que j'ai remarqué sur le combat avec Cyril, chez Jones, j'ai trouvé, j'ai noté en tout cas qu'il y avait des choses qui revenaient, tu vois. Et pas que chez Cyril, hein. J'ai regardé un petit peu plusieurs combats, comme si, tu vois, je devais trouver des ouvertures pour mettre ce crochet du gauche, Ouais. tu vois. Et en fait, Jones a un très très bon système défensif sur son flanc droit, tu vois. Il a cette main qui est toujours à la tête. Et quand il y a des crochets avant qui arrivent, donc cette main, elle est toujours positionnée et il va faire un slip, donc il va glisser, il va descendre en dessous, tu vois. Attends, non, ça arrive par là, voilà. La frappe arrive et il passe en dessous, tu vois, il va slipper. Il l'a fait aussi contre Cyril Gane, quand la frappe arrive, il glisse tête sur sa droite et puis après il peut plonger, ou on l'a vu avec des coups de coude retournés ou des trucs comme Mhm. ça, tu vois. Et c'est une habitude qu'il a. C'est une habitude qu'il a depuis longtemps et qui est revenue, enfin qui est revenue à son gros avantage, hein, parce qu'il a mis Cyril Gane derrière, au sol. Mais en tout cas, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que il aime bien aller sur tout ce qui est hand Ouais. trap, tu vois. Et il est Donc très tendre fort les... pour ça. Masterclass contre Rashad Evans, hein, avec ça. Il est très fort pour Mhm. ça. Mais ça peut coûter cher aussi, tu Très vois. cher contre Pereira. Ça peut coûter Ouais. cher, hein, contre quelqu'un. Alors bon, quand vous avez le bras tendu pour contrôler, c'est super intéressant, mais, euh, mais vous vous ouvrez, entre guillemets. Mhm. Vous ouvrez. Enfin, vous voyez ce que je voulais dire. Donc ça, c'est les deux premiers éléments sur l'aspect un peu technique, où je me dis qu'un Pereira pourrait réajuster un petit peu son crochet avant. Déjà, il est légèrement remontant Ouais. son crochet avant. Et il est très bon face à des... Il y a des adversaires, quand il y a une frappe qui arrive sur la droite, ils ont tendance à reculer la tête, Ouais. tu vois, pour l'esquiver. Et donc là, quand il arrive, là, il peut connecter ici. Ouais, parce que Mais ça passe pas vraiment perpendiculaire, ça rentre comme un coup de poignard en fait, hein. C'est ouais, comme voilà. s'il avait un coup de poignard et qui rentrait comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc peut-être se préparer à ça, être capable de réajuster. Moi, je rappelle, hein, c'est un striker d'élite pour moi, donc les strikers d'élite, c'est des gars qui sont capables d'en- d'adapter la hauteur de leur crochet, Mhm. tu vois. Le transformer un peu en Donc eagle punch, genre tu vois l'angle entre crochet et uppercut comme ça. oui, c'est ça, Ouais, hein. Mais tu vois, être capable de se dire, ok, je vais envoyer et il va descendre la tête ouais, c'est ça. et viser plutôt au niveau du Ouais. pec et partir du principe que au moment où là, ça fait un Quand pouce. tu fais ça, ça fait un pouce. Ah, ça marche. Au moment où tu te descends comme ça, boum, connecté de cette manière-là. Pour moi, ça pourrait être une idée. Ensuite, sur l'aspect général, je trouve que sur le combat contre Cyril, si vous le regardez, je trouve quand même que Jones utilise beaucoup d'énergie Hmm, dans la mise au sol, je le trouve très très dépensier. hmm. Dans la prise de dos, la monte et tout, il y a vraiment une sorte d'intensité qui me paraît Démesuré par rapport aux besoins. un, un peu Mhm. démesurée. Bah, enfin voilà, hein, on met des pincettes dessus, hein, je veux pas. Mais je pourrais me dire que si
Alex Pereira survit au premier et au deuxième round, il pourrait après trouver des ouvertures derrière. Ouais. On l'a vu capable de finaliser au 5e round dans un combat qui allait pas en son sens. Voilà. Donc, Voilà. Et je pense que Pereira pourrait être très patient, survivre à une ou deux amenées de Jones et commencer à trouver des ouvertures. On a un Jones qui est quand même beaucoup moins sérieux ces dernières années, qui a pris beaucoup de poids, qui va pas avoir le cardio qu'il a d'habitude, tu vois. Qu'on le veuille ou non, hein, on connaît pas son cardio sur 5 rounds en poids lourd. Donc on peut partir du principe que Pereira aura un cardio bien meilleur que Jones, tu vois. Et que Jones a 80% de chances de gagner dans les 3 premiers rounds, mais que si ça dépasse les 3 premiers rounds, ça va pour moi devenir compliqué et il pourrait se faire connecter. Ouais. Alors je sais qu'en commentaire, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Pereira, il a été crevé contre Blachowicz. » C'est vrai, mais c'était en altitude. Hein. Faut jamais oublier quand il y a un combat en altitude par rapport à des combats qui sont pas en altitude. Je voulais juste faire la nuance parce que je voyais le truc venir. T'as raison. Mais donc, justement, tu vois, moi aussi, il y a ce truc de facteur X. John Jones, il commence à se faire âger, il sort d'une blessure, ce sera que son deuxième combat en poids lourd. Bon, on dira Pereira, ce sera son premier combat en poids lourd. J'ai l'impression quand même que Pereira aura je sais pas, j'ai l'impression que son style est plus adapté au poids lourd que John Jones, qui était vraiment parfait chez les light heavyweight, qui n'est pas parfait chez les poids lourds. La motivation, clairement, si John Jones a très faim, bon, il est imbattable presque. S'il est qu'à moitié motivé, ou qu'il le prend à la légère, ce qui est possible, on risque d'avoir son combat contre Gustafsson la première fois. C'était typiquement ça. Il l'a pris à la légère, il s'est pas assez entraîné, et puis ça a donné une presque défaite. Que penses-tu des calf kicks pour Pereira contre John Jones? D'office, s'il arrive à trouver ce timing, il faudrait qu'il les utilise. Mais ça, je pense qu'effectivement, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce qu'il va être capable de trouver je pense qu'il doit les tester, tu vois, voir un petit peu la réaction, ce qui se passe, ouais. Les réactions. Moi, je pense que ça c'est une belle option justement pour voir les réactions, mais aussi ça peut contribuer à la fin du combat sur un 5 rounds. Il y a un truc que j'avais repéré chez Jones quand j'avais fait son analyse à l'approche de son combat contre Cyril. J'avais vraiment revu tous ses combats à la suite. Il contre rarement. En pied-point, il contre quasi jamais. Il va contrer avec de la lutte, comme il l'a fait avec Cyril, quand il y a un dos exposé ou ce genre de choses. Il va contrer pour chercher le clinch. Mais il va rarement contrer avec un coup de coude ou avec un cross-counter ou avec un check hook. Et donc, j'étais en train de me demander, Pereira, tu as dit qu'il devait être patient, et je suis d'accord avec ça, mais il doit avoir ce côté patient, mais aussi beaucoup initier l'action, parce que tant qu'il initie, John Jones ne va pas initier, il va pas contrer. Donc ça va permettre de pouvoir faire reculer John Jones, parce qu'il désengage beaucoup dans son système défensif, je trouve. Donc voilà, beaucoup utiliser son jab au corps, pousser l'action, essayer de le faire reculer, et la simplicité au début. Et puis je me demandais aussi, il a un très bon coup de genou sauté, Pereira, ça peut être aussi dans sa poche arrière, de le sortir à un moment donné, comme il l'avait fait contre Michael Diss et comme il l'a fait très souvent dans sa carrière en kickboxing. Contre un lutteur, c'est toujours une bonne idée. Ouais, écoute, ça pourrait être une bonne idée parce que je me pose quand même la question si Jones n'aurait pas un intérêt à plutôt privilégier les takedowns sous la ceinture, tu vois, saisir les jambes plutôt que le body lock. Tu vois, moi, le genou sauté, si ça arrive à la fin du premier round, il reste 30 secondes dans le premier round, tu le balances comme ça. Au pire, il t'amène au sol, t'as pas beaucoup de temps de survie nécessaire, et au moins tu montres que le danger est existant sur cette attaque-là. Et comme il a déjà éteint des lumières avec cette attaque, ça reste dans la tête de Jones. Donc moi, je l'avais noté aussi comme quand t'es gros underdog, il y a aussi une partie risque qui est nécessaire pour chercher la victoire. Ouais. Et ben voilà. Non, c'est vrai. Je t'avoue que sur ce combat-là, je pense que ça serait plutôt sur la question de vouloir savoir ce qu'il y a derrière le rideau, tu vois, une fois passé 2-3 rounds. Ouais. Et je sais pas trop. J'aurais personnellement plutôt tendance à me dire qu'il aurait un intérêt à plutôt, non pas chercher des trucs trop énergivores, tu vois. Ouais. Mais plutôt, encore une fois, entre guillemets, endormir le combat, laisser Jones se fatiguer, tu vois, mettre de la pression, survivre, parce que ça va être vraiment cette question-là, je pense, sur son game plan, c'est survivre. Ouais.
Euh, Au final, tu vois, s'il survit même 5 rounds qui perd la décision, bah, ça sera quand même une performance en soi, tu vois. Ouais, mais il aura pas marqué l'histoire parce que c'est là-dessus que je voulais Ouais, finir le podcast. mais à un moment donné, les champions, ils savent que marquer l'histoire, des fois, il faut passer 3, 4, 5 Ouais. rounds, les perdre Mhm. et mettre des KO sur la fin, Ah ouais. tu vois. T'imagines un genou On sauté retire. à la même seconde que Max Holloway contre Gaethje et ça éteint les lumières de Jones. Ouais, mais tu peux très bien perdre 2 rounds, te faire rouler dessus pendant 2 rounds, et au troisième, l'autre il est cuit parce qu'il s'est dit, ouais, Mhm. il a mal géré son énergie, toi tu te relèves, tu dis, bon, c'est bon, C'est c'est déjà parti, arrivé c'est plusieurs fois. maintenant. Ouais. Bah, plein de fois, ça fait partie des stratégies, tu vois, Ouais. de, bah, on l'a eu encore ce week-end en boxe, tu vois, où t'as plein de rounds qui passent, l'autre il commence à se dire, bon, c'est bon, j'ai trouvé mon rythme, et boum, Mhm. allez, dodo, enfin, Ouais. tu vois, tu finis au tapis, quoi. Donc moi, j'aurais tendance, c'est pour ça que je vois quand même plutôt un 65-35, voire un 60-40. Je suis capable de voir un Alex Pereira qui survit, surtout qu'il s'entraîne avec Glover Teixeira, Ouais. tu vois, donc il doit survivre beaucoup à Que l'entraînement ça. quand même, Ouais. j'imagine. Euh, qui survit, qui s'il se fait mettre au sol à la cage, se mettre dos à la cage, mais pas se faire prendre en monte, bien évidemment, pas se faire prendre en guillotine, mais voilà, bien défendre, éviter les frappes. Ça va pas être la même dimension, tu Mhm. vois. Et si tu as un game plan de te dire, c'est pas grave si je perds mon premier round, c'est pas grave si je perds mon deuxième, c'est pas grave si je perds mon troisième. Ouais. Voilà, comme j'ai dit, Pereira, c'est un gars qui est là, il construit son chaos plutôt Ouais. qu'il va construire sa victoire. Tu Ouais, vois. à l'image de Topuria, on en avait parlé aussi. C'est quelqu'un qui c'est pas grave s'il perd certains Ouais. rounds tant Mm. que la construction de son Ouais. KO se rapproche, que son KO se rapproche Ouais. grâce à ce qui se construit. Mais du coup, Et tu ouais, vois, vas-y. il y a un narratif qui est resté, tu vois, avec Nurmagomedov, de dire il a jamais perdu un seul round, et blablabli, et blabla, tu Mm. vois, et qui a poussé bah, une génération de combattants à refuser de perdre des rounds, Mhm. tu vois. Genre, tu gagnes un combat par KO et t'es agacé parce que t'as perdu des rounds, tu vois. Tu te dis, tout le monde te dit, oh, t'as gagné et tout, c'est incroyable ce que t'as fait et tout. Ouais, mais j'ai perdu un ou deux rounds, tu vois. Là, mec, ça Ouais, arrive, ouais. hein, bien sûr. Si tu as ce narratif, il a jamais perdu de round, on l'a régulièrement en MMA, tu vois. On l'a. Ah, c'est le premier combattant qui lui a pris un round. Enfin, tu vois, ce genre de truc, ou même avec McGregor contre Mayweather. Mhm. Ouais, mais il a quand même pris le round machin, ceci. On l'a encore eu dernièrement avec Benoît, tu vois. Il a pris le premier round. On a ce Ouais. narratif-là. Et sauf que bah, Ça n'a pour aucune, moi, les ouais, tu structures, l'avais dit, ça n'a aucune valeur de prendre un round quand tu perds le combat. ben, surtout quand tu es face. Si c'est un fait de combat, tu vois, genre tu roules dessus, le gars il a un lucky punch, pourquoi pas. Mais quand tu es face à un combattant qui construit son KO comme va le faire Mais Pereira contre euh, Adesanya, en fait, hein. Pereira Pereira contre Adesanya. ou Topuria, tu Ouais. vois, Topuria c'est un gars qui va construire son KO Ou aussi. Edwards Et contre bien ça, Usman. Tout ça. Ouais. voilà, ça n'a aucune valeur au final. Mhm. Clairement, ça n'a aucune valeur et ça peut pas être. Si tu t'es fait aspirer, si tu t'es fait endormir, si tu as perdu ton énergie en prenant un round, c'est pas j'ai pris un round, c'est il m'a laissé le round pour me mettre en déficit et pour me mettre KO après, tu Ouais. vois. Voilà. C'était la petite Elle est parenthèse. importante, non, mais parce que comme tu dis, il y a certains combattants qui sont, j'ai pas utilisé le terme matrixé, mais voilà, qui sont concentrés là-dessus, alors qu'au final, comme tu dis, il faut avoir un peu de recul par rapport à qui prend les rounds si ça va pas à la décision. Voilà, on va le dire comme ça. Ouais, Mais ouais. du coup, on va clôturer le podcast sur abonnez-vous Hmm. de 1 et de 2. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais donc, en gros, c'est pas du tout déconnant de penser que Alex Pereira pourrait être le premier à l'UFC à avoir des ceintures dans 3 catégories de poids différentes. C'est pas déconnant, non, c'est pas déconnant du tout. Franchement, et c'est pour ça que je serais très très hypé par ce combat. Je pense que Jones a un vrai boulevard pour la victoire, qu'il pourrait accepter ce combat. Je pense qu'il n'est plus forcément le même. Mm. Enfin, il n'a jamais été le même, entre guillemets, tu vois. On ne sait pas du tout ça va aller. Il arrivera très très bien préparé, ça j'en suis persuadé. Il l'a montré contre Cyril. Mais je pense qu'il y a aussi un chemin pour la victoire pour Pereira, et c'est pour ça que j'ai envie de voir ce combat, moi, je vous avoue. On espère. Allez, Brian, un tout grand merci. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque maintenant. Pensez à vous abonner si c'est pas le cas, likez et mettez un petit commentaire pour le référencement. Ciao, ciao les amis. Ciao tout le monde!